Je suis ravie de vous accueillir à la Ferme Reverdy pour cette soirée superstition qui a été préparée donc, par Floriane de l'Office de tourisme. Et je crois qu'il y en a beaucoup qui la connaissent. Et donc elle l'a préparée en approfondissant vraiment la question des superstitions, en lisant, en se documentant, au niveau de la France, mais surtout au niveau des Monts du Lyonnais. Donc ce qui est raconté, eh bien, elle fait une grande part de vérité. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Merci. L'objectif, ça va être de raviver les mémoires, de faire ressurgir des croyances oubliées, et puis, j'espère bien un peu aussi, mettre à mal notre esprit un petit peu trop cartésien. Alors, je vais vous parler des êtres surnaturels, des créatures fantastiques, des bêtes féroces, et puis il y aura peut-être aussi une sorcière qui passera nous voir tout à l'heure. Les enfants, vous allez avoir peur. On va vous mettre la chair de poule. Ah, rigolez, rigolez, vous verrez tout à l'heure. On va voir, ouais. Alors, rassurez-vous, ce soir, il ne peut rien vous arriver, à part d'avoir peur. En tout cas, si vous restez bien à côté de vos parents. Alors, je vais commencer par vous parler des créatures fantastiques. Si certains d'entre vous ont rencontré des êtres un petit peu surnaturels, et si vous avez envie de nous faire partager vos expériences un petit peu bizarres, je vous invite à vous manifester tout au long de la soirée. Il y aura d'ailleurs une petite période d'échange à la fin sur les superstitions diverses. Donc nous allons commencer par une créature que certains d'entre vous ont peut-être déjà rencontrée, parce qu'il était autrefois très présent dans nos maisons. Je vais vous parler du cadet. Ça vous dit quelque chose, le cadet? Vous ne connaissez pas le cadet? Le cadet, c'est son nom lyonnais. Mais dans d'autres régions, on le trouve aussi sous le nom de servant, ou encore follet, ou tout simplement lutin. Et voilà, ça y est, vous me connaissez mieux là. Donc le cadet, c'est un petit peu le descendant lointain des pénates de l'Antiquité. Hein, quand on dit « je vais rejoindre mes pénates », je vais regagner mon foyer. Et donc le descendant lointain des pénates, qui est en fait un bon génie domestique. Il s'occupe bien de la maison. Alors comment faire pour avoir un cadet chez soi? En fait, c'est pas vous qui choisissez le cadet, c'est le cadet qui vous choisit. Il choisit sa maison, il s'installe, et à partir de ce moment-là, le maître des lieux devient son maître à lui. Alors, pour conserver son cadet, il faut quand même avoir de petites attentions pour lui. Il ne faut pas le maltraiter, bien sûr, mais par exemple, il est de bon ton de laisser le soir un verre de lait sur la table avant d'aller se coucher, et le cadet viendra le boire pendant la nuit. Je dis pendant la nuit parce que le cadet, il est très timide. Il est vraiment réservé. Il ne sort pratiquement que la nuit, à tel point qu'on ne sait pas vraiment à quoi il ressemble. On sait qu'il est petit, et les gens disent qu'il est plutôt laid. Il est carrément pas beau. Ah, madame n'est pas d'accord. Vous avez un beau cadet chez vous? Donc il a un petit trait de caractère particulier, c'est qu'il est très coquin. Il est farceur, il aime bien faire des blagues. Par exemple, il s'amuse à tresser la queue des chevaux. Il en fait des nattes. Ou alors, pendant la nuit, il va vous enlever toutes vos couvertures et vos draps. Et vous vous réveillez le matin, vous êtes frigorifié. Et puis à chaque fois qu'il fait une bêtise, on entend son petit rire coquin. Un petit peu comme ça. Mais à part ça, parmi vous, qui ne croient toujours pas au cadet, un petit conseil, habillez-vous bien l'hiver. Parce que comme dit le poète Patrice de la Tour du Pin, un pays qui n'a plus de légende est condamné à mourir de froid. Couvrez-vous. Ah, vous ferez moins les malins tout à l'heure. Alors, le cadet, c'est pas la seule créature à venir s'incruster dans nos maisons. Il y a aussi le cheuchon. Le cheuchon, vous le connaissez tous autant que vous êtes. Vous avez tous eu affaire à lui, y compris les plus petits. C'est
un lutin qui est beaucoup moins sympa que le cadet. Il adore faire peur, mais il est inoffensif, il ne peut pas vous faire de mal. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous réveiller la nuit, en sursaut, en sueur, complètement paniqué, avec l'impression d'avoir un poids énorme sur la poitrine qui vous empêche de respirer et qui vous étouffe? Oui? Oui? Non? Alors pour ceux qui ont dit oui, vous avez peut-être été victime du chechon. Le chechon qui s'assoit sur votre poitrine pour la compresser et qui vous étouffe. Alors vous l'avez bien compris, le chechon, il est à l'origine de vos cauchemars. Mais alors vous allez me dire, comment il fait le chechon pour rentrer dans votre maison alors que les portes, les fenêtres et les volets sont hermétiquement fermés? Comment il fait le chechon? Ah, et c'est pas le Père Noël le chechon. Hein. Pas par les toilettes non plus. Oh, vous êtes pas loin. Pardon? Pas le sous-sol, non, la porte c'était pas loin. Dans les murs. Par le trou de la serrure. Le chechon, il adore regarder par le trou de la serrure et s'y engouffrer. Alors c'est pareil, celui-là, on ne sait pas bien à quoi il ressemble. Hein. On sait qu'il est petit aussi. Il est laid, ça c'est sûr, mais il est encore plus moche que le cadet. Il fait peur, il est vraiment vilain. Alors, bien sûr, personne n'apprécie d'avoir un chechon dans sa maison. C'est pour ça qu'il existe un moyen de s'en débarrasser. C'est très simple. Quand vous sentez que le chechon est là, vous rabattez très vite les couvertures sur lui pour l'emprisonner. Mais il est malin, le chechon. Vous arriverez pas à l'attraper comme ça. Il va réussir à s'enfuir. Mais à sa place, au milieu du lit, il va vous laisser un objet. Ça peut être un seau ou encore un panier. Un objet qui va vous servir de trophée pour dire que vous avez réussi à faire fuir le chechon. Alors les enfants, rappelez-vous bien, le chechon, il est inoffensif. Il est juste là pour vous faire peur. Et la meilleure façon de s'en débarrasser, c'est encore de se dire que papa et maman sont là et qu'il ne peut rien vous arriver. M'adresser. Il y en a qui disent que c'est les enfants qui font tomber. Je vais donc m'adresser aux mamans. Est-ce que vous vous souvenez, à un moment ou à un autre, avoir eu l'impression qu'on vous avait échangé votre bébé? Il n'a plus le même comportement, il a changé ses habitudes, il est grognon. Bref, vous ne le reconnaissez plus, on vous a échangé votre bébé. C'est déjà arrivé ça? Oui. Moi aussi ça m'est arrivé. Et alors vous avez peut-être été victime d'un changelin. Un changelin. Changelin, c'est un mauvais tour des fées. Parce que les fées, elles sont pas toujours très gentilles. Hein. Il leur arrive des fois de faire des vilains tours. Parce qu'elles sont fascinées par les bébés humains, ou parce qu'elles ont envie de faire une mauvaise farce, ou encore parce qu'elles veulent se venger, il arrive que des fées empruntent votre bébé pour l'échanger avec un autre. Elles prennent votre bébé dans le berceau, et puis elles le remplacent par un autre bébé, un faux bébé. Et c'est ce bébé-là qu'on appelle le changelin. Et le changelin, il est facile à reconnaître parce qu'il a le visage tout ridé comme celui d'un vieillard. Et puis, il ressemble à un vieillard dans un tout petit corps de bébé. Autrement dit, il n'est pas beau non plus. Ces méthodes-là, elles ne sont pas très démocratiques, vous allez le voir. Première solution, il y a des gens qui disent qu'il faut taper sur le changelin pour que sa mère entende ses cris et qu'elle revienne le chercher. Pas très sympa. La deuxième solution, d'autres gens disent qu'il faudrait prendre le changelin et le tremper dans l'eau bouillante. Encore pire, vous avez vous avez intérêt à être sage parce que vous savez ce qui vous attend. Hein. La troisième solution, c'est celle que je vous conseille. Ça consiste à faire rire aux éclats le changelin pour qu'il avoue la supercherie. Alors, cette légende du changelin, elle a été bien vivante ici dans les monts du Lyonnais, mais aussi dans toute l'Europe, parce qu'elle avait un objectif bien précis. C'était
à une période où on ne choisissait pas forcément sa grossesse, c'était pour inciter les mamans à surveiller en permanence leur bébé, leur nouveau-né. Par contre, le revers de la médaille, c'est que malheureusement, ça a pu servir d'excuse aussi à certaines mamans pour ne pas reconnaître un enfant qui était mal formé ou handicapé, avec les conséquences qu'on imagine. Je crois bien que c'est une dame blanche. Ne paniquez pas, hein, surtout. C'est une dame blanche. Je sais pas ce qu'elle vient faire là. Françoise, vous saviez qu'il y avait une dame blanche à la ferme Reverdy? Je la découvre. J'espère qu'elle va pas nous jeter un sort. Pardon, madame. Pardon. Vous êtes une dame blanche? Je suis une dame blanche. J'ai appris qu'il y avait une veillée sur les superstitions et on ne parle pas de nous, les dames blanches. Pardon. Je ne partirai pas d'ici tant que vous n'aurez pas parlé de nous, les dames blanches. Et si on en parle tout de suite, vous vous en irez? Je reviendrai, je repartirai. Qu'est-ce que je dis, je ne sais plus. Je partirai. Bon, alors on va vite parler de la dame blanche, peut-être que ça la fera partir. Alors, dans le monde entier, on croit à la dame blanche, partout dans le monde. Mais il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde pour trouver des témoignages de dames blanches. Il suffit d'aller à Lyon, et même dans les monts du Lyonnais, il y a des gens qui ont rencontré des dames blanches. Alors, il y a plusieurs types de dames blanches, plusieurs catégories. Il y a d'abord la fée des sources. C'est une fée qui vient les nuits de pleine lune apparaître à côté d'une source ou d'une rivière. Mais c'est un mauvais présage. Les paysans n'aiment pas du tout rencontrer des dames blanches, par exemple, parce qu'elles sont annonciatrices de catastrophes. Ça peut être la famine, par exemple, la guerre, des catastrophes naturelles, ou alors un problème avec les récoltes. Et ça, c'est quand même préoccupant. Une dame blanche qui a envie de se venger, elle peut tout à fait détruire les récoltes. Donc, en gros, le moins on rencontre de dames blanches, le mieux on se porte. Je crois que la nôtre, elle est partie. Alors, parmi ces fées des sources, il y en a une pas très loin d'ici, à Saint-Martin-l'Estrat. Il y a une dame blanche qu'on appelle la sauteuse du Coilou et qui apparaît les soirs de pleine lune, toujours près de la même source. Elle s'assoit sur un gros rocher. Elle est uniquement habillée de ses longs cheveux blonds. Et puis, assise sur son rocher, elle les lisse comme ça, entre ses doigts. Puis tout d'un coup, elle se lève, elle se met à sautiller un petit peu partout et à danser. Et ce, jusqu'au lever du jour. Elle fait bien attention à s'en aller avant que le soleil ne se lève. Le deuxième type de dame blanche, ce sont des fantômes de femmes inconsolables qui ont vécu des grands malheurs dans leur vie ou alors qui ont subi une mort terrible. Par exemple, on peut imaginer une femme qui a été enfermée dans une tour pendant toute sa vie, ou encore une femme à qui on a enlevé ses enfants, ou encore une femme qu'on a assassinée. Avec ces circonstances-là, ces femmes, elles n'arrivent pas à trouver la paix. C'est pour ça qu'elles viennent hanter le lieu de leur tragédie. Et ces femmes-là, on les appelle les retournantes.
elles reviennent pour hanter. Alors, pour aider les retournantes à trouver la paix, il y a une chose très simple à faire, c'est des prières. Une fois que la Dame Blanche a eu son quota de prières, eh bien, elle trouve la paix et puis elle s'en va, je ne sais pas où, mais en tout cas, elle disparaît, elle quitte le monde du poilu. Apparemment, c'était pas une Dame Blanche néfaste. Alors, on a une photo authentique de Dame Blanche, de retournante, qui a été prise en Angleterre, dans un manoir qui était réputé hanté par sa propriétaire. 1936, les deux photographes, ils ont eu de la chance, ils l'ont croisée dans les escaliers. Et donc, ils l'ont prise en photo. Et par contre, ils ont été intelligents, puisque au moment de la faire développer, cette photo, ils se sont fait assister de témoins, notamment un scientifique, qui sont venus attester qu'il n'y avait pas eu de trucage, que la photo n'avait pas été modifiée. Donc ce que vous avez sous les yeux, c'est une authentique photo de Dame Blanche. C'est la seule dans le monde d'ailleurs. Elle date de 1936. Elle est connue sous le nom de la Brown Lady, la Dame Brune. Chez eux, elles sont brunes. Alors la Dame Blanche, c'est peut-être le seul être surnaturel auquel les gens croient encore beaucoup aujourd'hui. Et ça, c'est peut-être parce qu'elle apparaît encore régulièrement de nos jours. Ces dames-là, on les appelle les Dames Blanches modernes. En fait, c'est celles qui ont perdu la vie tragiquement dans un accident de la route et qui reviennent hanter cette route. Et on les croise souvent, donc, le long des routes. Elles sont habillées généralement tout en blanc et elles font du stop. Et une fois que la voiture s'arrête, elles montent dedans et à partir de ce moment-là, elles ne disent plus un mot. Rien. Alors le conducteur de la voiture essaye d'engager la conversation. Elle ne pipe pas un mot. Par contre, à l'approche d'un obstacle un petit peu dangereux, par exemple un pont ou un virage ou un carrefour, elle tend la main et puis elle dit « Attention, ralentissez avant le virage » ou « Attention au carrefour ». Donc le conducteur est prévenu, il lève le pied, il passe l'obstacle sans encombre. Et au moment où il se retourne pour remercier la dame, elle a disparu. Malgré le fait que les portes de la voiture soient bien fermées. Elle s'est évaporée comme ça dans les airs. Tout ça pour vous dire, faites bien attention en descendant de Saint-Julien-sur-Bibeau, parce que comme vous l'avez vu, la route est bien sinueuse avec des forêts de tous côtés. Attention aux dames blanches. Parmi les animaux fantastiques, il y en a un qui vivait il y a très très longtemps dans les campagnes. Les gens parlaient à ce moment-là d'un animal extraordinaire qui volait au-dessus des collines et au fond des vallées. Et cet animal, c'était la vouivre. Vous connaissez la vouivre, au moins deux noms. La vouivre, on la craignait parce qu'elle avait le corps d'un serpent géant. Mais on l'admirait aussi parce qu'elle avait, entre les deux yeux, une énorme pierre, un diamant. Et ce diamant, elle ne s'en séparait jamais, sauf une fois par jour, au moment d'aller boire dans la rivière. Parce qu'elle a soif, la vouivre. À ce moment-là, elle posait son diamant avec précaution par terre, elle allait boire, elle revenait très vite le remettre en sécurité entre ses deux yeux. Alors évidemment, il y a des gens qui ont été attirés par le diamant, qui ont essayé de le lui voler. La plupart du temps, ils en sont ressortis avec une grosse frayeur. Dans le Beaujolais, il y a très très longtemps, il y a quelqu'un qui a rencontré la vouivre par hasard. C'était un bûcheron qui habitait à Amplepuis. Et lui, il n'était pas du tout intéressé par le diamant de la vouivre. Il s'en fichait complètement. Il avait ce dont il avait besoin, c'est-à-dire une petite fiancée et puis beaucoup de travail. Il était très travailleur. Et justement, un soir où il était dans les bois pour couper son bois,
Il s'est dit, tiens, mais j'ai encore vraiment beaucoup de travail, je vais rester 1 heure ou 2 de plus, il faut quand même que j'avance là. Donc, il reste encore un bon moment. Des temps. Peur du loup. On a toujours eu peur du loup depuis des centaines et des centaines d'années. D'ailleurs, quand cette maison elle a été construite, bon, c'est plus récent, hein, quand elle a été construite, il y avait encore beaucoup de loups dans les campagnes et dans les monts du Lyonnais. Et les gens en avaient tellement peur qu'ils ont inventé toutes sortes d'histoires à propos des loups. Par exemple, l'histoire du loup-garou. Vous la connaissez, celle-ci. Vous savez, c'est ces hommes qui se transforment en loups les soirs de pleine lune. Tiens, est-ce que c'est la pleine lune aujourd'hui? Oui. Ah, alors il va se passer des choses ce soir. Elle est en train de se transformer en loup. S'il y a un loup-garou parmi vous, merci de le signaler en passant. C'est les pas Lyonnais. Vous connaissez la bête du Lyonnais, je l'affirme. La bête du Lyonnais, 1750. 1750, et pendant 3 ans, c'est une bête féroce qui a ravagé les villages autour d'ici. Il y a eu une 15aine de personnes, notamment des enfants, qui ont été mordus ou même dévorés par la bête du Lyonnais. Ici, d'ailleurs, à Saint-Julien-sur-Bibeau, il y a une petite fille qui avait seulement 11 ans qui a été dévorée par la bête alors qu'elle emmenait ses moutons paître dans un des hameaux voisins. Puis il y en a eu 2 à Montretier aussi qui se sont fait manger par la bête. Alors je dis la bête parce que les gens au début ils disaient que c'était un loup. Mais il y a des témoins qui ont dit qu'en fait c'était une bête qui était plus petite que le loup, qui avait le poil plus rude et qui avait des taches de différentes couleurs. Donc il y en a qui ont dit que c'était une hyène. Tout le monde sait ce que c'est qu'une hyène? Pour ceux qui ne savent pas, c'est ça une hyène. Voilà. Alors, les gens, ils avaient tellement peur qu'ils n'osaient plus sortir de chez eux. Alors ils ont quand même organisé des battues, des chasses pour attraper la bête, mais ils n'ont jamais réussi à l'attraper. Finalement, elle est partie toute seule, d'elle-même, en direction de la Loire. Et on en a plus sur le sujet. La plupart d'entre eux, ils décrivent cette bête comme une énorme bestiole, grosse comme un veau, avec la taille d'un veau, avec un gros museau, une grosse tête comme celle d'un cochon. Et puis un poil rouge et une longue queue. Bon, ça ressemble pas à grand-chose de connu. Hein. Et le problème avec cette bête, c'est que les gens, ils en avaient tellement peur qu'il y a eu une sorte de psychose. Alors non seulement ils osaient plus sortir de chez eux, mais du coup les paysans, ils allaient plus travailler dans les champs et ils avaient plus grand-chose à se mettre sous la dent. Forcément, il n'y avait plus de récolte. C'était vraiment un très gros problème. Et la psychose était telle qu'il y en a qui racontent avoir vu la bête les observer depuis leur fenêtre. Hein, ils mangeaient tranquillement dans la cuisine, ils ont vu la bête pratiquement toquer au carreau. Ou alors il y en a d'autres qui l'ont vue assise, comme moi, dans les champs, en train de rigoler comme un homme. Elle a vraiment fait peur aux gens, cette bête. Et a raison d'ailleurs, parce qu'il faut voir les circonstances des attaques. C'est assez... si vous avez envie d'avoir une histoire qui fait peur, lisez La Bête du Gévaudan. Hein. Alors le plus troublant, c'est que bien sûr, là aussi, il y a eu des chasses d'organiser. Et il y a des gens qui ont réussi à lui tirer dessus avec un fusil. Mais la bête, elle n'a rien eu. Elle s'est relevée comme de rien, puis elle est repartie. Il a tué la bête, et puis, comme toute la France en parlait depuis déjà un certain temps, au lieu de l'enterrer sur place, ils ont remonté toute la France avec la bête sur le cheval de celui qui l'a tué, pour aller le montrer aux Parisiens. Le problème, c'est qu'une fois arrivée à Paris, la bête, elle était dans un tel état de décomposition qu'elle n'était plus du tout identifiable et qu'ils l'ont enterrée directement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle a conservé tout son mystère et on ne sait toujours pas ce que c'était que cette bête. Il y a beaucoup d'hypothèses, mais il n'y a aucune certitude. Quant au loup, dans l'histoire, on l'a accusé de la responsabilité de ces attaques-là, et aujourd'hui encore, il a une bien mauvaise réputation.
par tous les moyens qu'ils avaient à disposition, c'est-à-dire des coups de fusil, du poison et des pièges. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les monts du Lyonnais et en général en France, il n'y a plus aucun loup qui vit à l'état sauvage. Par contre, vous avez sûrement vu qu'il y a des loups qui se sont réintroduits d'eux-mêmes dans les Alpes. C'est bon signe, c'est le signe que la nature est en bonne santé. Par contre, vous avez sûrement vu aux infos aussi que ça ne fait pas le bonheur des éleveurs de moutons. Alors bon, on ne sait pas comment tout ça va finir, mais quand même savoir que le loup a une organisation sociale très élaborée et qu'il est le symbole d'une nature préservée. Il y avait des enfants. Alors je voulais savoir ce que vous mijotiez tous ici. Et tu viens d'où là? T'habites dans les parages? Dans une maison. Là-bas, dans la forêt. Bien loin de tout le monde, pour être plus tranquille. Ma cousine, la Fégrignotte, qui habite là-bas dans la forêt noire, elle adore les enfants. Aussi, pour les attirer et pour les inviter, n'est-ce pas? Elle a fait toute sa façade avec des gâteaux. Qu'est-ce que tu as de si spécial? Ma pauvre amie, j'en connais bien plus que toi. Et que vous tous ici réunis sur la nature, ils me craignent. Mais ils me respectent et apprécient ma science. Autrefois, lorsqu'il n'y avait pas d'hôpitaux, j'aidais les femmes à accoucher. Je connais toutes les herbes, je connais toutes les plantes et je sais fabriquer des décoctions qui calment la douleur ou qui guérissent. Vous appelez ça des médicaments. Mais mes potions ne sont peut-être pas remboursées par la sécurité sociale. En tout cas, elles ne creusent pas le trou. Et elles marchent à tous les coups.